Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de présentation essentielle de la Grèce. J'espère que tout le monde va bien. Alors excusez-moi de ce petit retard, on a eu des petits soucis techniques, mais tout va bien actuellement. Donc dans ce webinaire, on va commencer bien sûr par faire un petit point sur les formalités. Puis, dans un deuxième temps, je ferai une présentation sur on va dire les points forts, les sites majeurs à découvrir en Grèce. Alors, tout d'abord, en termes de formalité, je vais vous donner donc le lien d'une plateforme qui s'appelle Destination Greece Health First. Je vous ai mis l'adresse ici, greecehealthfirst.gr. C'est une plateforme qui est disponible en français et qui est dédiée aux formalités d'entrée et à la sécurité sanitaire des voyageurs en Grèce. Donc, c'est un site qui est très pratique puisque vous allez retrouver toutes les mesures en vigueur pour rentrer en Grèce, les questions-réponses aussi pour aider les voyageurs à avoir les bons contacts en cas de maladie Covid sur place. Et il y a un standard téléphonique dédié du ministère du Tourisme sur cette plateforme. Donc, je vous invite à la consulter régulièrement puisque, bien entendu, les formalités d'entrée sont en constante évolution actuellement. Alors, j'essaie de changer de page. Tac. Alors, à ce jour, je vais vous énoncer donc les formalités d'entrée. Donc, il faut présenter les résultats d'un test PCR négatif de moins de 72 heures avant l'heure d'arrivée en Grèce. Alors, en anglais, avec les informations de passeport ou de carte d'identité. Il faut remplir le document PLF en ligne pour obtenir un QR code. Donc, il doit être complété au moins la veille de l'arrivée en Grèce et vous allez obtenir immédiatement le QR code par mail. Ce QR code, en fait, définira si vous serez testé de manière aléatoire à l'arrivée. Voilà, ça dépend du QR code reçu. Alors, il est indispensable d'avoir complété ce PLF et de présenter ce QR code à l'embarquement et à l'arrivée en Grèce. Sinon, les passagers ne peuvent pas embarquer. Ce qu'il faut retenir également, c'est que c'est un document qui doit être fait au moins la veille de la date d'arrivée en Grèce. On ne peut pas le faire le jour même. Donc, c'est très, très important parce que si les voyageurs ont oublié de faire le document PLF, ils n'ont pas la possibilité de le faire le jour du départ à l'aéroport. Donc, il faut vraiment bien être vigilant sur ce point. Alors, actuellement, il y a un auto-isolement de 7 jours à l'arrivée à l'adresse du choix du voyageur et c'est indiqué sur le PLF. Cette mesure d'auto-isolement, bien sûr, devrait être levée, on espère, d'ici la réelle réouverture totale, on va dire, au tourisme. Pour le moment, elle est en vigueur donc jusqu'au 5 avril et ces mesures sont susceptibles d'être prolongées. Un petit point très important, sachez que tous les voyageurs sont bienvenus en Grèce, qu'ils soient vaccinés, non vaccinés, avec la présence d'anticorps ou non. Alors, les annonces de notre ministre du Tourisme, donc Haris Theoharis, début mars, a fixé comme objectif une ouverture totale au tourisme le 14 mai 2021, bien sûr selon la situation épidémique. Et d'ici le 14 mai, il y aura une levée progressive des restrictions locales et en fonction des pays de provenance. Donc tout ce qui est aussi bien sûr lié à la réouverture des restaurants, des musées, des sites archéologiques, la mesure de quarantaine à l'arrivée. Donc ça devrait se lever progressivement. En parallèle, vous le savez sans doute, il y a le projet de développement du certificat sanitaire européen, donc qui doit être disponible à compter du 15 juin. Et ce certificat contiendra les informations liées aux résultats de tests PCR, de vaccins, d'anticorps et les mesures en vigueur dans chaque pays. Donc c'est vrai que ce certificat devrait quand même faciliter les déplacements intra-européens. Alors, on va poursuivre avec la présentation de la destination. Alors, tout d'abord, la Grèce est un pays donc très accessible qui fait à peu près 25% de la superficie de la France, pour vous donner un ordre de grandeur. C'est un pays qui est composé de 13 régions, qui a 15 000 km de côte et qui bénéficie d'un climat méditerranéen. Il y a à peu près 10 800 000 habitants en Grèce
Et donc les 13 régions, vous allez le voir au cours de cette présentation, offrent des paysages extrêmement diversifiés. Alors c'est un paradis culturel puisqu'on a 18 sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a des sites aussi inscrits au patrimoine immatériel. Et bien sûr, la Grèce est un paradis, un véritable paradis naturel également, puisqu'on a plus de 10 parcs nationaux et voilà, des paysages absolument époustouflants. C'est une destination qui est très bien desservie depuis Paris et de nombreuses villes de province, notamment Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice, Montpellier, Nantes, Strasbourg, Toulouse, Metz, Brest. Et il y a énormément d'aéroports qui sont desservis en Grèce, notamment bien sûr en Grèce continentale avec Athènes, Thessalonique, mais également sur les îles, on a des vols directs, Corfou, Mykonos, Héraclion, Santorin, Rhodes, Kos, Kalamata et Xanthi. La Grèce aussi est une destination qui a donc de nombreuses connexions aériennes. On a 7 compagnies aériennes qui desservent la Grèce depuis la France et qui sont donc Aegean Airlines, Air France, Transavia, Sky Express à compter de début juin, Volotea, EasyJet et Ryanair. Donc voici la carte de la Grèce. Donc comme vous le voyez sur la carte, il y a une partie continentale et une partie bien sûr composée de nombreuses îles. On va commencer par la Grèce continentale et on commence par Athènes et la région Attique. Donc Athènes, c'est vraiment la capitale de la Grèce. C'est une ville qui a su rester dans l'air du temps. Donc c'est une ville qui a à la fois un patrimoine historique très intéressant, mais qui a su vraiment se moderniser, rester dans l'air du temps. Elle est très agréable, elle offre de nombreuses possibilités culturelles, de sorties, de visites. Enfin, c'est une ville très intéressante qui est souvent un petit peu sous-estimée. Alors, à Athènes, bien sûr, ce qu'on va pouvoir aller visiter, ça va être l'acropole. Donc l'acropole, ce qu'on appelle le rocher sacré, c'est vraiment le symbole d'Athènes. Donc l'acropole est composée de monuments préhistoriques et de l'Antiquité. Et on va visiter les différents temples qu'on va trouver dans l'acropole, donc notamment le Parthénon. C'est vraiment le chef-d'œuvre architectural de l'Antiquité grecque classique qu'on voit ici sur la photo. C'est le temple dédié à la déesse Athéna. Ensuite, on va visiter donc les différents autres temples, notamment celui-ci, donc le temple d'Érecthéion, avec les fameuses statues cariatides, donc ces femmes qui font office de piliers, qui sont aussi assez exceptionnelles. Au sein de l'acropole, toujours, on va aller admirer le temple d'Hérode, le théâtre d'Hérode Atticus. Donc c'est un théâtre qui a une acoustique assez intéressante. Et bien sûr, chaque année, on a encore des manifestations musicales qui s'y déroulent. Et en principe, chaque année se déroule le festival d'Athènes et d'Épidore dans ce théâtre, donc qui offre une vue absolument spectaculaire et qui est un lieu remarquable. Toujours en face, on va dire, de l'acropole, on va visiter donc le musée de l'acropole. Donc c'est un musée qui date il a une dizaine d'années. Il contient des objets provenant des monuments et des fouilles sur l'acropole. Et bien sûr, c'est très complémentaire d'aller visiter le musée de l'acropole une fois qu'on a fait l'acropole. Voilà, donc ça c'est pour la partie vraiment dédiée à l'acropole d'Athènes. Alors, Athènes aussi, c'est bien sûr une ville, comme je vous disais, assez animée. Donc, on va trouver des marchés, donc notamment le quartier aussi de Monastiraki. On va voir la photo sur la gauche, qui est un quartier très animé avec un marché, avec des artisans. Il y a une belle animation au cœur de la ville. Athènes aussi dispose de différents quartiers, notamment de quartiers. On a des quartiers, on va dire, très chics, comme Kolonaki, ou très tendance comme Koukaki, où vous allez avoir de nombreux petits cafés, des rooftops, etc. Mais également assez un peu pareil, toujours un peu trendy, je dirais, avec beaucoup de street art et notamment Exarchia.
Donc c'est vrai qu'on va trouver différentes ambiances à Athènes et on pourra se promener un petit peu selon nos envies, selon l'ambiance qu'on va rechercher. Comme je vous le disais également tout à l'heure, d'un point de vue culturel, on a de très belles fondations, notamment la fondation donc, Stavros Niarchos, qui abrite l'Opéra national et la bibliothèque. Et on va trouver donc des galeries d'art assez alternatives. Il y a une vraie scène aussi de tout ce qui est lié à la nouvelle scène un peu internationale. Il y a de nombreux festivals. Donc c'est une ville qui est vraiment très très vivante et qu'on aura plaisir à découvrir. Alors ensuite, on continue un peu plus au sud. On va arriver donc toujours dans la région attique au temple de Poséidon et au Cap Sounion. Donc en fait, c'est le temple, c'est une très belle visite à faire au coucher de soleil notamment, puisqu'on va avoir la vue du temple de Poséidon, donc face à la mer. C'est à peu près à 1h15 d'Athènes. C'est vraiment un temple grec classique. Euh, et on a un très beau point de vue pour le coucher de soleil. Alors ensuite, l'avantage aussi d'Athènes, c'est qu'on va pouvoir aller très facilement aux îles Saroniques. Donc il y en a plusieurs, Égine, Hydra, Spetses, Poros notamment. Donc là, on voit sur la photo les îles d'Égine et Hydra. Donc Égine est à peu près à 40 minutes en bateau rapide depuis Athènes. Hydra à peu près 1h05 en bateau rapide. Et là, on arrive vraiment dans une autre atmosphère, notamment à Hydra, où c'est une île sans véhicule. Donc, on va tout faire à pied, à dos d'âne ou en bateau-taxi. Donc, c'est vraiment des petites excursions qu'on peut faire facilement à la journée ou, si on le souhaite, on peut y rester quelques jours ou un week-end depuis Athènes. Ça se fait très facilement. Ensuite, on arrive dans une région bien connue également et bien appréciée des Français. Ça va être le Péloponnèse. Donc, ça va être une région où on va aussi avoir tout ce qui est lié à la culture, aux activités aussi assez outdoor, randonnée, détente. Il y a une région aussi qui est assez montagneuse, mais elle offre également de très belles plages. Donc, vous verrez, il y a de nombreux contrastes dans cette région-là. Alors, une fois dans le Péloponnèse, on va pouvoir visiter le canal de Corinthe. Donc, c'est une voie d'eau finalement artificielle qui relie le golfe de Corinthe dans la mer Ionienne à l'ouest au golfe Saronique dans la mer Égée à l'est. On peut visiter en bateau, donc on peut passer en fait dans le canal. C'est une visite qui est proposée, c'est à peu près 25 € par personne. Alors, toujours dans la région du Péloponnèse, on va visiter le site archéologique de Mycène. Donc, c'est un site qui est classé à l'UNESCO, qui se trouve dans la plaine de l'Argolide. Donc, c'est sur la route entre le canal de Corinthe et Nauplie. Et c'était la cité antique, donc résidence du roi, du légendaire Agamemnon. Qui a été vraiment érigé en héros après sa victoire lors de la guerre de Troie. Donc le site offre des témoignages de la formation, de l'apogée et du déclin de la civilisation mycénienne donc, qui se trouvait dans cette région. Donc aujourd'hui encore, on peut trouver l'acropole de Mycène, la porte des lions, donc c'est celle-ci, et la tombe d'Agamemnon. Voilà, donc c'est un site remarquable classé à l'UNESCO. Toujours dans la belle région du Péloponnèse, on va pouvoir visiter le théâtre d'Épidore. Donc c'est à peu près 2 heures de trajet depuis Athènes. C'est un théâtre antique. Il accueille aujourd'hui des spectacles et des tragédies antiques et notamment le festival d'Athènes et d'Épidore qui a lieu chaque année, on va dire hors Covid, durant la saison estivale. Alors, on arrive aussi au fameux site d'Olympie, donc le site archéologique. Donc, c'est vraiment dans une vallée du Péloponnèse. Donc là, on va pouvoir visiter tous les vestiges de toutes les installations sportives qui étaient donc destinées aux Jeux olympiques. Donc, ils ont commencé à partir de 776 avant Jésus-Christ. Et il y avait à cette époque déjà des courses de chars, de lutte, lancer de javelot, lancer de disques. Puis à un moment, ils ont été abolis par un empereur
et après ils ont, on va dire, été remis en place un petit peu plus tard. Donc d'aller sur le site d'Olympie permet vraiment de comprendre les origines de ces jeux, et à chaque célébration des Jeux olympiques actuellement, l'allumage de la flamme olympique se fait toujours à Olympie. Alors, dans le Péloponnèse, on va également trouver de très jolies villes et villages avec des forteresses, donc on va pouvoir admirer. Notamment, donc on a Nauplie. Donc Nauplie, c'est vraiment une ville pittoresque. C'était l'ancienne capitale de Grèce. Donc là, on est au cœur du golfe Argolique. C'est une très jolie ville où, bien sûr, on peut y passer un week-end ou un séjour avec vue sur une magnifique baie. On a la belle forteresse vénitienne à ne pas manquer et bien sûr l'ambiance de la vieille ville, le petit port authentique. On a également le château de Palamidi et qui offre une vue spectaculaire sur le golfe Argolique. Ensuite, on a la cité forteresse de Monemvasia. Donc là, on va pouvoir vraiment admirer l'influence, on va dire, médiévale. Donc c'est un village moyenâgeux avec des belles ruelles voûtées, des églises, des manoirs et des plages absolument paradisiaques. Donc Monemvasia se trouve vraiment sur un rocher et qui est relié à la terre par une digue. Donc c'est un très très beau village aussi à visiter. Ensuite, dans la région du Péloponnèse, on a la ville de Kalamata qui est assez connue, qui a un aéroport qui est desservi en direct depuis la France et qui permet d'accéder aussi à tous les resorts sur la côte ouest donc du Péloponnèse. Kalamata est également connue pour la qualité de son huile d'olive. On parle souvent des olives de Kalamata et bien sûr pour les plages qui sont à proximité. Alors, on arrive maintenant en Grèce centrale et Thessalie. Donc là, on va avoir différents sites très emblématiques de la Grèce, euh, notamment donc, le site archéologique de Delphes. Donc là, on est à peu près à 2h30 d'Athènes. Delphes, c'est vraiment une ville qui se trouve au pied du mont Parnasse. Donc on est toujours dans le sud de la Grèce continentale. Et c'est un grand complexe archéologique donc, qui est situé à flanc de montagne et qui comprend différents vestiges, notamment un amphithéâtre, un musée archéologique. Et en fait, à l'époque de l'Antiquité, les gens venaient consulter l'oracle à Delphes, donc dans ce site assez extraordinaire. Et c'est vrai que c'est donc la prophétesse qui était appelée la Pythie, qui délivrait ses oracles dans ce sanctuaire. Donc c'est un paysage magnifique, donc entre oliveraies, falaises notamment. Alors toujours en Grèce centrale, je vais peut-être vous étonner, mais il y a des stations de ski. Donc il y en a une notamment qui s'appelle Arakova. On est à peu près à 180 km d'Athènes. Et donc c'est une station de ski assez renommée. C'est le principal domaine skiable de Grèce où bien sûr les locaux viennent faire du ski l'hiver. On a aussi de très beaux monastères et notamment celui d'Osios Loukas, parmi les plus beaux monastères byzantins de Grèce, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors toujours dans cette région donc de Grèce centrale et de Thessalie, on va trouver l'île de Bé. Donc l'île de Bé, c'est une île, c'est la deuxième plus grande île de Grèce, qui est accessible par 2 ponts. Et c'est vraiment une destination, on va dire, de week-end des Athéniens notamment. Et elle offre des belles forêts sauvages, des massifs montagneux, de très belles plages. Donc voilà, ça peut être une excursion aussi agréable pour quelques jours. Ensuite, on va arriver bien sûr dans le site très emblématique de cette région qui sont les météores. Donc les météores, c'est à peu près 5 heures de route depuis Athènes, à peu près 3 heures depuis Thessalonique. Et c'est vraiment les roches suspendues au ciel. En fait, c'est une formation géologique
qui abrite 24 monastères chrétiens orthodoxes qui sont donc perchés au sommet des falaises, hein, comme on le voit ici sur la photo. Aujourd'hui, on peut visiter à peu près 6 monastères orthodoxes, donc c'est classé à l'UNESCO. Et bien sûr, à la fois le site est vraiment époustouflant et la particularité de ces monastères accrochés sur les falaises est assez unique. Donc ça, c'est les météores. Ensuite, toujours dans cette jolie région qui offre de beaux contrastes, on va avoir la région du Pélion. C'est une très belle destination aussi puisqu'elle offre à la fois des forêts féeriques, des belles plages magnifiques et des petits villages traditionnels. Là, je vous ai mis une photo donc, du petit train du Mont Pélion qui relie en fait différents villages et le trajet vraiment s'effectue à travers une très belle végétation. Donc voilà encore un aspect autre de la Grèce. Alors depuis cette région, donc depuis Volos notamment et Agios Konstantinos, on va pouvoir aller sur les îles des Sporades. Donc il y a différentes îles, donc il y a Skiathos, Skopelos et Alonissos et Skyros. Donc vous avez 4 îles. Pour vous donner un peu une idée précise, c'est dans ces îles qu'ont été tournés le film Mamma Mia. Donc vous voyez ces paysages absolument magnifiques avec une eau turquoise, une végétation assez abondante, les petits ports de pêche traditionnels avec les bateaux et les maisons colorées. Voilà, c'est ce que vous allez trouver dans ces îles. Donc vous avez, chaque île a sa particularité. On va dire que Skiathos, c'est plutôt l'île Émeraude. Elle offre aussi 60 plages, hein, plus de 60 plages. C'est la plus cosmopolite des îles. Skopelos, c'est vraiment un paradis vert. Là, vraiment, vous avez des forêts de pins absolument magnifiques. Et enfin, Alonissos, c'est peut-être l'île, on va dire, la plus sauvage. Et elle abrite le parc national de Grèce qui protège en fait les phoques de Méditerranée. Donc on va pouvoir aller observer les phoques et visiter le parc marin. Alors on monte un petit peu plus maintenant vers le nord et notamment donc la ville de Thessalonique. Donc Thessalonique, c'est la deuxième plus grande ville du pays. C'est une ville assez très dynamique, dans l'air du temps également. Elle est assez avant-gardiste, multiculturelle. Alors par ses influences, elle a eu de nombreuses influences différentes. Et bien sûr, c'est une ville assez cosmopolite. Donc, voilà. Donc Thessalonique, on va pouvoir visiter donc différentes choses. Donc déjà, il faut comprendre comment est organisée la ville. Donc vous avez la ville basse, donc plutôt portuaire en bord de mer, et vous avez Anopoli qui est vraiment la ville ancienne, la ville haute, qui abrite les châteaux, les églises, certains monuments ottomans, des monastères, etc. Donc tout d'abord la tour blanche, donc c'est la tour qu'on voit sur la gauche, pardon. Elle est située en front de mer. C'est vraiment le monument emblématique de la ville de Thessalonique. Actuellement, c'est un musée interactif et qui accueille une exposition permanente sur l'histoire de la ville. Donc, c'est un monument très intéressant qu'on peut coupler donc avec d'autres visites sur place, puisqu'on va avoir un très beau musée archéologique, un très beau musée de la culture byzantine, et il y a aussi la rotonde de Galère. Donc, il y a un pass qui permet vraiment de visiter tous ces sites. Alors sur la droite, je vous ai mis une photo donc, de la place Aristote, la place la plus populaire de Thessalonique, située aussi en front de mer, qui offre aussi vraiment de très beaux bâtiments, des hôtels particuliers, des demeures monumentales et des vues exceptionnelles sur le golfe de Thermaikos et sur le massif de l'Olympe par temps clair. Ensuite, à Thessalonique, on va pouvoir bien sûr visiter les marchés. Il y a différents marchés animés, colorés sous les arcades qui offrent des produits frais et qui permettent aussi une dégustation dans les tavernes populaires. Et enfin, à Thessalonique, on va bien sûr visiter
Donc, il y a 15 sites qui sont classés au patrimoine de l'UNESCO, dont une dizaine d'églises byzantines, donc qui sont vraiment disséminées dans toute la ville et qui sont absolument splendides. Alors, la région aussi de Thessalonique et de Macédoine centrale, c'est la région du royaume d'Alexandre le Grand, puisqu'Alexandre le Grand est né donc à Pella. Et on va pouvoir visiter donc à Vergina les ruines de la première capitale de Macédoine, donc qui est classée à l'UNESCO. On va visiter notamment le site archéologique et la tombe royale de Philippe II, donc, qui était le père d'Alexandre le Grand. Ensuite, on va aller aussi également dans la ville de Dione. C'était vraiment une ville sacrée des Macédoniens de l'Antiquité. Et Alexandre le Grand lui-même, il séjourna en 334 avant Jésus-Christ. Ensuite, bien sûr, toujours dans cette région, on va visiter le mont Olympe. Enfin, on va visiter, où on va effectivement observer le mont Olympe. Donc, le mont Olympe, c'est vraiment la demeure des 12 dieux de la mythologie grecque et c'est le plus haut sommet de Grèce actuellement. Donc, dans cette région, on a de nombreux villes et villages pittoresques, notamment, alors je vais vous montrer une vue sur le mont Olympe. Mais également, après, on va pouvoir visiter donc, la jolie ville donc, de Ioannina à l'atmosphère vraiment romantique. C'est un petit peu, on va dire, la Annecy locale, si je puis dire, avec des petites promenades en bateau. On peut profiter des restaurants, bien sûr, situés sur les quais. Il y a une belle ville médiévale fortifiée. Et enfin, dans cette région, toujours, on va visiter donc, les Agorias, qui sont des villages de montagne perchés à flanc de montagne, très pittoresques, avec des maisons construites en pierre, comme on le voit aussi ici sur la photo. Alors, toujours dans cette belle région de Macédoine centrale, on va visiter, il y a la région de la Chalcidique. Donc, c'est une région en fait avec 3 péninsules. Et elle offre vraiment des paysages très divers entre eau turquoise, forêt, petites criques, grottes, etc. Alors, tout d'abord, vous avez 2 péninsules donc à l'ouest, qui sont des péninsules qui offrent de très belles plages, de beaux resorts. On peut vraiment y séjourner pour un séjour détente, comme on le voit ici sur la photo, avec des plages absolument cristallines, paradisiaques. Et la dernière péninsule à l'est, c'est le mont Athos. Donc le mont Athos, c'est un ensemble de 20 monastères orthodoxes donc, qui sont établis à flanc de collines. La particularité, c'est qu'ils sont accessibles uniquement aux hommes. Donc même aujourd'hui, il faut en plus un permis, on va dire une sorte de visa spécial pour pouvoir accéder au mont Athos. Mais il y a des croisières, on va dire, en bateau qui permettent d'observer le mont Athos. Alors, on va arriver maintenant sur les îles grecques. Il y a énormément d'îles. Je vais vous présenter, on va dire, les plus importantes touristiquement parlant. Mais vous le verrez, même voilà, entre les différents groupements d'îles, on a des paysages absolument très différents. Alors, on va commencer par l'une des régions les favorites des Français. Donc, c'est la Crète. Donc, la Crète, c'est la 5e plus grande île de Méditerranée. Elle est vraiment située entre mer et falaise. On va dire c'est l'île des dieux pour la partie historique, puisque d'après la mythologie, Zeus y aurait passé son enfance. Donc, l'île en fait de Crète, enfin la Crète, elle offre donc la partie la plus construite est dans le nord de la Crète et la partie la plus sauvage dans le sud de la Crète. On va trouver vraiment, il y a un vrai mode de vie particulier, mode de vie crétois, style de vie assez épicurien, il y a une vraie belle hospitalité et c'est aussi une île qui a eu différentes influences, donc vénitiennes, arabes et turques notamment. Donc, on va commencer
par les différentes villes. Alors oui, également, bien sûr, en Crète, c'est là où a été vraiment issue la première civilisation d'Europe, donc, et la culture minoenne. Donc là, c'est en 2000 avant Jésus-Christ et à l'origine des mythes et légendes de l'Antiquité grecque. Donc c'est très important en termes d'influence. Également en Crète, ce qui est agréable, c'est qu'il y a un climat très doux, également l'hiver. Donc on peut faire de nombreuses activités tout au long de l'année. Donc en Crète, on va y accéder soit par Héraclion, soit par Lacanée. Il y a différents aéroports. Donc sur la photo, je vous ai mis une vue d'Héraclion et notamment donc, du fort d'Héraclion. Donc Héraclion, c'est la plus grande ville de Crète. C'est une ville portuaire très animée, considérée comme l'un des berceaux de la civilisation européenne. Donc il y a vraiment une ambiance moderne, dynamique. On va trouver donc la belle forteresse vénitienne que vous voyez ici sur la photo, mais également la loggia. C'est un bâtiment remarquable qui abrite aujourd'hui la mairie. On a aussi la belle fontaine au lion et de nombreux musées. C'est vrai qu'à Héraclion, vous avez de nombreux musées, et notamment le musée archéologique, qui est vraiment l'un des musées très importants en Crète et qui abrite une collection, on va dire, allant de la préhistoire jusqu'à l'époque romaine, et il abrite la plus grande collection d'objets donc minoens de cette civilisation dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, on a aussi voilà, d'autres musées, notamment le musée d'histoire naturelle. On a aussi, voilà, pour la partie, on va dire, plus ludique pour les enfants, à Héraclion, on va pouvoir trouver aussi un parc aquatique. Et un autre site emblématique de la Crète, c'est le site archéologique de Knossos que vous voyez sur la photo à droite. Donc c'est le plus grand palais minoen connu. C'est le site mythique de la légende du Minotaure et du labyrinthe de Dédale. Donc là, on est à peu près à 5 km d'Héraclion. Ensuite, vous avez d'autres très jolies villes en Crète, et notamment Lacanée. Donc là, vous voyez, vous avez une vue sur le port de Lacanée. C'est une ville aussi qui a eu beaucoup d'influence, donc vénitienne et ottomane notamment. On va pouvoir visiter aussi, admirer la mosquée qui est devenue un musée. Il y a plein de petits restaurants en bord du port, hein, comme on le voit sur la photo. Voilà des églises, un très beau marché. Et enfin, on a Réthymnon également. C'est la 3e plus grande ville de Crète. Je vous ai mis une photo sur la droite, et qui aussi garde les traces, bien sûr, de son passé avec l'influence vénitienne, mais aussi ottomane. Ensuite, tout à l'est, on va aller dans la jolie ville pittoresque d'Aios Nikolaos, que vous voyez sur la photo. Donc, c'est aussi une ville très agréable pour la belle vue qu'elle offre, hein, sur la baie donc, de Mirabello. Elle a un lac aussi à l'intérieur, on va dire. Et vous avez de nombreux petits restaurants le long du port, etc. C'est absolument pittoresque et très agréable. Alors, toujours en Crète, vous avez des gorges qui sont les gorges de Samaria, qui font partie des gorges les plus impressionnantes d'Europe, avec plus de 14 km de long. Et elles offrent des randonnées faciles. C'est à peu près 5 heures environ, et c'est ouvert de mai à octobre. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. C'est bon? Ok. Alors, les gorges de Samaria, donc voilà, de mai à octobre. Et ensuite, bien sûr, on va aussi en Crète pour ces incroyables plages. Là, je vous ai mis un des visuels emblématiques, c'est le lagon de Balos, mais vous avez de nombreuses plages absolument paradisiaques sur lesquelles vous pouvez vous délasser. Le régime crétois, bien sûr, est quand même assez connu. La gastronomie, donc faite à base d'huile d'olive, miel, fromage, viande d'agneau et d'Akos notamment.
Alors, ensuite, direction donc les Cyclades. Donc les Cyclades, c'est bien sûr un ensemble d'îles que vous connaissez bien de réputation. Donc pour vous comprendre un peu l'histoire des Cyclades, donc c'est vraiment, ça signifie île et ça évoque le cercle que forme l'archipel autour de l'île sacrée de Délos. Donc il y a une île sacrée, effectivement, qui est vraiment le cœur emblématique des Cyclades et toutes les autres îles voilà, sont formées autour. Donc en termes d'accès, on peut accéder dans les Cyclades par différents moyens, soit par ferry, donc notamment depuis Athènes, enfin le port du Pirée, mais également d'autres depuis la Crète également, il y a des liaisons, etc. Mais aussi par avion. On a des aéroports donc sur Naxos, Paros, Mykonos, Syros, Milos et Santorin. Il est à noter que Mykonos et Santorin opèrent en liaison internationale, c'est-à-dire qu'on va avoir des vols Paris-Mykonos en direct et Paris-Santorin en direct durant la haute saison. Alors, les Cyclades, il y a vraiment un ensemble d'îles et on va dire que chaque île, chaque personne peut avoir un peu son coup de cœur pour une île des Cyclades. Donc, bien sûr, Santorin est connu pour Fira et Oya au coucher de soleil, pour ses vignobles, pour son site archéologique d'Akrotiri. Naxos, c'est une île assez fertile, avec de belles possibilités aussi pour les sports, comme le kitesurf notamment. Paros, on va avoir de jolis villages de montagne, un joli port, notamment à Naoussa. Mykonos, assez cosmopolite, avec ses moulins à vent. Amorgos, c'est une île où a été tourné notamment le Grand Bleu et qui offre qui offre vraiment une belle nature, de belles possibilités de randonnée et qui a un joli monastère construit à flanc de falaise. Syros, qui est la reine des Cyclades, qui a une très jolie capitale aussi avec ses ruelles traditionnelles. On a Sifnos avec une ville fortifiée, des églises pittoresques. Polygandros, très préservé. Et Milos aussi, qui a une grande variété de paysages grâce à l'activité volcanique de l'île. Alors bien sûr, il y a beaucoup plus d'îles que ça, puisqu'il y a 2200 îles et îlots, et il y a 25 qui sont habitées. On va faire un focus sur quelques îles, mais comme je vous dis, il y en a énormément à découvrir. Alors, on commence par Santorin. Donc, Santorin, c'est une île qui qui est très connue. Donc, bien sûr, elle est connue parce qu'elle a quand même une géographie, on va dire, assez particulière. On appelle cette île, on va dire, la Pompéi grecque, puisque c'est vraiment, en fait, l'île actuelle, c'est vraiment le reste de l'île initiale, donc qui a été engloutie dans la mer après le volcan, qui existait donc au XVIe siècle avant Jésus-Christ. Donc l'île fut en partie submergée, donc ce qui dessine l'actuelle caldeira, donc vraiment le cratère. Et bien sûr, aujourd'hui, on a encore un ensemble de groupes d'îles, donc avec notamment Tira et plusieurs autres îles volcaniques. C'est vraiment une île volcanique Santorin. Donc, dans cette belle île volcanique, on va pouvoir bien sûr se promener donc à Fira et Oya, dans ces villages traditionnels qu'on voit ici sur les photos, qui sont construites à flanc de volcan directement et qui offrent un très beau panorama pour le coucher de soleil. Donc Fira, c'est vraiment le chef-lieu de Santorin, impressionnant au sommet des falaises, avec de nombreux quartiers pittoresques. Ensuite, on va pouvoir aussi visiter de très beaux villages pittoresques et le site archéologique d'Akrotiri, qui est au sud-ouest, qui est très intéressant à visiter. Vous avez une belle plage aussi de sable noir à côté de Périssa. Donc c'est une île dans laquelle on va visiter de nombreuses villes et villages très très pittoresques. On va pouvoir se promener également dans l'arrière-pays, faire de belles randonnées. On peut tout de même bien sûr aller à la plage sur Santorin, mais on va dire que
les activités les plus intéressantes vont être, on va dire directement, soit faire de belles excursions aussi en bateau pour aller observer la caldeira, soit se promener dans les villages. Vous avez aussi de très beaux vignobles hein, que vous pourrez aller visiter et faire des belles dégustations de vin. Ensuite, on a les îles donc, de Mykonos et Naxos. Donc Mykonos, c'est vraiment une île assez cosmopolite. Hein. Je vous ai mis sur la photo la petite Venise, qui est très connue, on va dire, de la clientèle jet set. Elle offre aussi une très belle vieille ville, donc Hora, l'un des plus beaux chefs-lieux des Cyclades. On a la petite Venise, on a de très beaux moulins à vent. Donc c'est une île aussi très intéressante à visiter. Ensuite, vous avez Naxos, donc c'est la plus grande île des Cyclades, la plus fertile. Pour vous donner une idée, on est à 3h30 hein, depuis Athènes par bateau. Donc c'est vraiment des paysages spécifiques avec des hauts sommets et des villages de montagne à l'aspect assez singulier. On va trouver aussi des forteresses médiévales et la Hora, donc le chef-lieu de Naxos, est très agréable avec une vieille ville voilà, et des ruelles médiévales. Alors voilà. Ensuite, Paros également, c'est une île qui offre, on va dire, de très jolies promenades à faire. Là, notamment, vous avez la ville de Naoussa qui est très pittoresque hein, avec son port assez animé. Vous avez aussi de très jolis villages de montagne, de très belles plages, des villages de montagne vraiment entourés de végétation. Et on a bien sûr le marbre de Paros, donc des carrières de marbre qui ont, voilà, qui ont bien sûr servi d'ornement dans de nombreux monuments connus, et notamment la Vénus donc de Milos. Un petit résumé. Alors, dans les Cyclades, de manière générale, vous avez aussi, bien sûr, de très belles plages. Voilà, c'était un bref aperçu parce qu'on n'a pas énormément de temps. Je vais passer aux îles du Dodécanèse. Donc, les îles du Dodécanèse, il y en a 12. Donc, on est complètement à l'est hein, de la Grèce. Et on va commencer donc par Rhodes. Donc, Rhodes, c'est une ville, enfin, c'est une île, pardon, qui offre aussi de très belles influences donc médiévales. Vous allez avoir donc la vieille ville de Rhodes fortifiée. C'est une belle cité médiévale. C'est le siège des chevaliers de Saint-Jean. Donc vous avez des ruelles étroites, des anciennes habitations ornées de balcons, des fontaines décoratives. Il y a également le palais du grand maître, donc le Castello. C'est vraiment un château-musée situé au sommet de la rue des Chevaliers avec ses immenses tours. À Rhodes également, bien sûr, on a la tradition, enfin le mythe, pardon, du célèbre colosse de Rhodes. Donc c'était, on va dire, c'est une des histoires encore les plus impressionnantes. Il y avait une énorme statue, d'après le mythe, à la place actuelle des Serres, et c'était une immense statue qui faisait finalement le passage des bateaux. Les bateaux naviguaient sous ses pieds et le passage se fermait pendant la nuit. Voilà. Alors à Rhodes, on va aussi trouver une petite ville portuaire. On va visiter aussi un village pittoresque qui s'appelle Lindos avec son acropole antique. Voilà, je vous ai mis voilà, une petite photo ici qui est absolument magnifique. Et bien sûr, d'un point de vue nature également, à Rhodes, on a de très jolies plages. Hein. On a plus de 35 plages, donc on va pouvoir s'adonner à de nombreuses activités aussi dans la nature, avec randonnée, VTT, équitation, planche à voile, kitesurf, notamment dans le nord de l'île, beach volley, etc. On a de manière générale à Rhodes une vie nocturne assez animée. On va trouver aussi de très bons vins de pays, une production de miel et d'huile d'olive. Ensuite, rapidement, on va voir donc Kos et Patmos. Donc là, on est vraiment tout à l'est, hein, tout à l'est de la Grèce. Ville de Kos, on va trouver aussi de très belles plages. On va trouver une influence aussi des chevaliers du Moyen Âge, des Vénitiens et des Ottomans.
Et enfin, Patmos, c'est vraiment l'île de l'Apocalypse. Donc, c'est là où Saint Jean l'évangéliste a écrit l'Apocalypse. Donc, actuellement, on peut visiter cette grotte de l'Apocalypse et aussi un très beau monastère, donc Saint-Jean. Et on va trouver aussi de très belles plages. Voilà, pour les îles un peu moins fréquentées. Et enfin, on arrive donc aux îles Ioniennes. Donc là, on change de cap, hein, puisqu'on est tout à fait à l'opposé. On est à l'ouest, hein, de la Grèce. Donc il y a un excellent climat dans ces îles de manière générale. Elles offrent des paysages aussi exceptionnels entre mer, montagne, verdure. Donc on va notamment pouvoir visiter Corfou. Donc Corfou, voilà, un petit visuel. Elle regorge en fait de domaines et de palais assez majestueux, dont celui de Sissi, l'impératrice qui avait fait construire un palais, et celui de l'ancienne famille royale grecque, Montrepos, voilà, qu'on peut voir ici sur la photo. L'île est appréciée aussi pour ses magnifiques plages, hein, et bien sûr, c'est sa vieille ville de Corfou qui est magnifique avec de belles arcades et on voit les influences vénitiennes, britanniques et françaises notamment. On a de très belles plages, hein, également à Corfou. Et enfin, je vais terminer par Zante. Donc Zante ou Zakynthos en grec. Donc c'est une île très verdoyante. La particularité de Zante, ça va être ces grottes bleues, donc qu'on voit ici sur la gauche. Et on a aussi sa célèbre baie de Navajo qui est accessible par bateau. C'est l'image qu'on voit à droite. Zante accueille aussi le parc et les tortues marines, donc Caretta caretta, qui sont une espèce, on va dire, endémique de la région. Dans les autres îles ioniennes, on va dire reconnues, on aura également Ithaque, hein, qui est le centre du royaume d'Ulysse. C'est vraiment une île verdoyante avec des villes médiévales. Et également Leucade, l'Efcada, donc avec des impressionnantes falaises notamment. Voilà, un petit résumé, on va dire, de ces îles. Alors, comme vous le savez, nous avons lancé un e-learning il y a quelques semaines. Donc, c'est www.destinationgrèce.fr. Je vous invite fortement à participer d'ici le 15 juin pour parfaire vos connaissances sur la destination. Et vous avez notamment un séjour à gagner avec billets d'avion, nuit d'hôtel, 2 billets d'avion et une croisière à la journée à gagner et enfin un billet d'avion. Vous avez quand même 3 lots assez sympathiques pour vous inciter à participer à notre nouvel e-learning. Alors, je vous ai également mis le matériel promotionnel donc à disposition. On a des brochures régionales donc en PDF qui sont accessibles en français, des brochures thématiques également. Je vous remercie de votre attention. On va passer aux questions. Je vous mets également notre adresse mail, donc info@ot-grèce.fr. Et si vous souhaitez m'adresser un mail directement, ça sera cécile@ot-grèce.fr. Merci de votre attention. Alors, je vais attendre quelques minutes pour voir si vous avez des questions. Alors pour l'instant, c'est des remerciements. On nous demande si on a la possibilité de recevoir le support en PDF éventuellement. Oui, en PDF, il n'y a pas de problème. Ouais. Est-ce que vous disposez de PLV à mettre en vitrine? Non, malheureusement, on n'a plus du tout de PLV, non. Non, et c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité actuellement, enfin depuis quelques années même, de faire des envois par courrier. Donc on n'a que des brochures PDF. Ou alors, si vous êtes à Paris, vous pouvez prendre rendez-vous et puis on peut vous remettre du matériel sur place.
mais ça va être que des brochures, enfin ça va être des brochures, etc. Mais on n'aura pas de posters ou ce genre de choses. Est-ce qu'il est possible, Cécile, de nous repartager votre adresse email, s'il vous plaît? Oui, alors mon adresse mail, donc c'est Cécile, donc le prénom, CECILE, @ot, donc comme office de tourisme, tiré du milieu Grèce.fr. Avez-vous des photos libres de droit, haute définition à partager pour faire la promotion de cette destination? Alors on peut vous envoyer une sélection plutôt de photos. Dans ce cas-là, il faut m'envoyer un mail et pour que je puisse vous envoyer un lien, une sélection en particulier. Est-il possible à nouveau d'avoir de la documentation en nombre pour nos pochettes de voyage groupe? Alors en nombre, tout dépend du nombre. En fait, on peut vous en donner, on va dire, ouais, une vingtaine, une trentaine. Ça dépend aussi un peu de quel type de documentation. Ça, c'est possible si vous me contactez directement et qu'on puisse fixer un rendez-vous. Il faudra venir le récupérer sur place, à Paris. On a une question. Où sont situées les belles plages à Corfou et à Rhodes? Ah bah écoutez, franchement, il y en a. Alors Corfou et Rhodes, je pense qu'il y en a à peu près partout, hein, puisque c'est vraiment des îles. Je ne sais pas si Inès t'as. Non, faut que je vérifie parce que là, de mémoire, j'ai pas la carte sous les yeux. J'aurais du mal à vous dire. Oui, Cécile, bah, sur Corfou et Rhodes, en fait, et même de manière générale, sur toutes les îles, il y a pas de plage moche, en fait. Il y aura des plages différentes. Sur une même île, vous pourrez trouver autant des plages de sable, sable blanc, sable jaune, sable volcanique. Et sur la plage d'à côté, ce sera plutôt des roches, de l'autre des galets. Mais vraiment, sur ce genre d'îles, en plus, qui sont facilement faisables en voiture, c'est partout, hein, je dirais. Une autre question. Avez-vous des DMC à recommander pour des itinéraires autotour éco-responsables? Alors, bah alors ça dépend où. Parce que, bon, comme vous l'avez vu, la Grèce est quand même assez morcelée, on va dire. Donc, en général, on a quand même des réceptifs plutôt par région ou ouais, par zone géographique. Donc, il faudrait, pareil, peut-être m'envoyer un mail pour que je puisse mieux vous répondre. Pour chercher particulièrement. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, cécile@ot-grèce.fr. Une question évidemment par rapport à la crise sanitaire actuelle. Pensez-vous que les départs groupes en mai et juin seront possibles, visiblement par rapport à toutes, Alors, à de de notre différentes point de vue, restrictions qu'on peut avoir? ouais. Alors bon, c'est difficile hein, de se prononcer là-dessus. Sachez quand même de notre côté qu'une réouverture totale est prévue, on va dire, le 14 mai. Euh, donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, si on n'a plus de restrictions trop poussées, oui, à compter de mi-mai, c'est vrai que les hôteliers et normalement, bien sûr, on espère les restaurants, les sites, les musées seront ouverts. Donc à partir de ce moment-là, les groupes pourront évidemment voyager en Grèce. Ouais. Mais ça dépendra bien sûr encore une fois de la situation épidémique. Pas d'autres questions. Beaucoup de remerciements pour cette présentation. Merci à Cécile et à toute son équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention. J'étais ravie de vous partager, on va dire, les essentiels de la destination. Je reste bien sûr à votre disposition par mail et par téléphone hein, si besoin. Comme vous l'a dit Isman, on vous enverra effectivement un petit mail avec le PDF, le document PDF. Voilà. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous participerez à notre e-learning pour approfondir encore un peu plus vos connaissances.